On ne parle que de ça et on ne parle que de lui, Benjamin Castaldi. Il dit que pour l'instant tout va bien, mais on a quand même du mal à le croire. Benjamin Castaldi. Ou presque, c'est ce que je mets sur les dédicaces. Effectivement. Ouais. Merci d'être ici, Benjamin Je vous en Castaldi. prie. Vous êtes ici pour la promotion de cet ouvrage, ce livre que vous avez écrit, pardon, pour l'instant tout va bien, aux éditions L'Archipel. Quand on voit ce qui vous arrive en ce moment sur les plateaux télé, on doute un peu que tout va bien. Non, ça s'est bien passé, là, à part le petit couac sur le SMIC. Ça s'est bien Le SMIC passé. à 1000. Oui, à 1800, bon, je me suis trompé. Oh, il y a aussi quelques couacs avec quelques chroniqueurs de chez Hanouna aussi. Ah, mais je ne les ai pas rencontrés. C'est eux qui font des couacs tout seuls. Et ils aiment bien faire du bruit. Gilles Verdez, il fait beaucoup de bruit avec sa bouche. Il fait des phrases qui n'ont pas beaucoup de sens, avec des références fortes, profondes, littéraires. On tic et tac, c'est bien. On sent qu'il a beaucoup de culture, ce garçon. On sent qu'il a une vraie sens de la critique. Vous parlez dans votre livre du fiel que peut déverser parfois Twitter. Vous vous êtes un peu laissé embarquer aussi. Pourquoi? Parce que je l'ai traité de con? Non, mais c'est un con, donc je le traite de con sur Twitter, bien sûr. Vous ne regrettez pas? Pas du tout. Parce que c'est ce que j'ai dit. Enfin, c'est pas moi qui le traite de con, j'ai repris des citations d'Audiard. C'est vrai que les cons osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est vraiment le cas de Gilles Verdez, vraiment. Il était mauvais en sport, il est mauvais en télé, il est mauvais partout. C'est un nul. Donc vous ne l'aimez pas du tout, Pas du tout, non. Mais est-ce que c'était la bonne stratégie de sortir un livre comme ça? Vous voulez faire de ce livre un nouveau point de départ. Oui. Vous avez voulu un peu balayer ce qui s'est passé avant pour repartir sur du neuf. Mais c'est ce que j'ai fait. Oui, et en fait, on a l'impression que vous le faites maladroitement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, vous voulez que les gens changent d'avis sur votre image parce qu'ils se sont trompés, parce qu'ils ont écouté des critiques qui étaient fausses, des fausses rumeurs. Pour votre famille, pour les gens de la profession, vous voulez que les gens changent d'avis sur vous. Et en ce moment, ça m'a l'air difficile. Non, à part l'épiphénomène Gilles Verdez, tout va bien. Si je vous dis qu'on a l'impression qu'on parle de vous, ça vous importe plus que ce qu'on dit de vous. Vous en dites Ah quoi? non, ce qu'on dit de moi, non, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait le livre. Je l'ai fait parce que tout ce que j'évoque dans le bouquin, d'ailleurs à 99,9%, sont des choses qui ont été non pas évoquées par moi, mais par une certaine presse et par la presse en général. Et il y a des choses qui n'étaient pas justes, voire parfois injustes, donc j'ai eu besoin de les remettre dans l'ordre. Et qu'on parle de moi, c'est pas le propos. J'ai pas pour l'instant un vrai problème de notoriété. Non, j'ai fait ce bouquin pour moi et pour remettre effectivement les compteurs à zéro. Mais il y aura toujours des gens qui seront là pour hurler. Vous avez dit que vous auriez pu aller beaucoup plus loin. Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans ces cas-là? Parce que je n'ai abordé que des thèmes qui étaient déjà. Vous faisiez référence à des choses qui avaient été déjà évoquées? Il y a 80. Je vous dis tout ce que j'évoque, tout le fantasme autour du loft, tout le fantasme autour parfois de Secret Story, tout ce qui a été dit sur ma vie privée. Voilà, il y a des choses qui ont été dites qui sont entièrement fausses, certaines qui n'étaient pas forcément justes, mais je vous dis, ou à côté ou mal interprétées. Donc j'ai remis tout ça droit d'équerre. Voilà. Dans votre livre, vous révélez que vous sortez quand même de 5 années extrêmement difficiles, Oui, que ce soit sur le plan personnel ou le plan financier. Vous avez été mis à terre par des déboires financiers très très importants. Vous avez une époque où vous gagnez très très bien votre vie, vous couriez même après l'argent, puisque dans votre livre, vous parlez même de l'enivrante odeur de l'argent. Oui, bien sûr. Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec l'argent, justement? C'est quand on en a plus, quand on en a moins, qu'on se rend compte qu'on a dû faire plus attention. Dans ce livre, je m'en prends à moi-même aussi. Tout à fait. Certes, la responsabilité au début, elle est de vous. Puis après, elle bascule moi, sur cette affaire. J'en prends une partie. Après, il se trouve que j'ai pas eu de chance dans mes investissements et que j'ai été vraiment victime de grosses escroqueries. Mais c'est pas, voilà, c'est en procès, ça va se juger. Là, mais de toute façon, j'ai toujours un rapport assez décomplexé avec l'argent. J'ai envie de dire Trop décomplexé? Peut-être, mais là, il est encore plus décomplexé parce qu'ayant connu à peu près tous les états financiers possibles, l'argent reste un moyen libératoire. Mais est-ce que vous le gérez différemment aujourd'hui? Et d'ailleurs, un moyen libératoire, c'est la définition économique, d'ailleurs. Donc, ça reste ça, pour moi. C'est une façon de on se libère. Mais quand de nouveau, vous aurez atteint, peut-être, et je vous le souhaite, le niveau que vous aviez il y a quelques années, est-ce que vous claquerez de nouveau votre argent de cette façon? Non, je le claquerai différemment. Vous serez plus prudent? Je serai plus prudent, heureusement. Non, quand même. Vous l'afficherez moins aussi? Je l'afficherai plus. Je l'afficherai plus. En France, il ne faut rien afficher. En France, il faut profil bas. Low profile, comme on dit. Vous l'avez beaucoup affiché? Je ne l'ai pas beaucoup affiché. On en a fait des caisses, mais bon, moi j'étais content d'avoir une belle bagnole. Je la prenais pour aller bosser. J'aurais dû y aller en Twingo. Bon. C'est tout. Il y a un certain nombre de passages émouvants dans votre livre.
dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Il y a un passage très émouvant où vous êtes accusé à tort par votre grand-mère Oui. d'avoir volé de l'argent. Ah bah, vous êtes la première personne qui a repéré ce passage, qui a pour moi un traumatisme épouvantable. Ça a l'air, en tout cas la façon dont vous l'écrivez est terrible. Parce que ça intervient à un moment où ça n'est pas la première fois qu'on a des suspicions à votre égard Absolument. sur peut-être vos problématiques de pickpocket. de kleptomanie. Ou de kleptomanie. Oui. Non, mais c'est vrai ce que... passage est assez bouleversant parce que votre grand-mère refuse de vous voir pendant 3 ans. Ouais. Et quand elle vous revoit, elle est très malade. Et elle disparaît très rapidement après. 15 jours après. Et vous ne savez pas pourquoi finalement elle vous a Toujours fermé pas. la porte. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal avec le mensonge ou l'accusation à tort, qui parfois sont liés. Qu'on vous soupçonne d'être ce que vous n'êtes pas. Accusé à tort, enfin en même temps, dans ce cas-là, les conséquences ne sont pas graves, parce qu'elles elles sont dramatiques, mais elles ne sont pas graves. Marqué, en tout cas. Elles m'ont marqué, mais c'est vrai qu'être accusé à tort, c'est horrible. Parce qu'on ne peut pas se défendre, à part dire c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est affreux. Voilà. Et dans ce cas précis, c'est vrai que 15 jours avant, je suis accusé d'avoir piqué 50 balles dans la carrière de mes cousines que je n'ai pas piqué. Et je reviens 15 jours après chez ma grand-mère, on me réaccuse d'avoir piqué 50 balles. Mais ça, je n'ai pas tout raconté parce que mon père m'a pris à part, m'a dit je te préviens, si tu n'avoues pas, je ne te vois plus jamais. C'est dramatique, quoi. Les conséquences pour une chose qu'on n'a pas faite. Ça, pour moi, c'est une blessure à jamais ouverte et à jamais refermée, bien sûr. Et il y a d'autres passages émouvants. Et un autre encore... qui pose question en fait. Ouais. Quand vous êtes, il y a quelques années, à la fois sur TF1 dans Célébrité, et sur Europe 1, vous êtes journaliste, et tous les jours vous recevez un invité célèbre à qui vous posez des questions. Intelligente. Vous êtes journaliste, et vous avez ce moment particulièrement émouvant et fabuleux avec Françoise Giroud, qui vous installe dans une position où vous vous sentez légitime dans votre rôle de journaliste. Au bout d'une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, parce qu'elle vous teste. Elle me teste, bah oui, mais... C'est un des grands moments de votre carrière de journaliste sur Europe 1. Et au moment où vous êtes vraiment embarqué dans cette voie-là, vous bifurquez pour aller présenter le Loft. Vous vous êtes jamais demandé ce que serait devenue votre carrière et ce à quoi elle était... je serais certainement... Ce dans quoi elle était engagée à ce moment-là. Je serais sûrement peut-être encore sur Europe 1 ou sur une autre grande radio nationale. Moi, j'étais à la fois journaliste, intervieweur, j'étais aussi animateur. Voilà, et bon, la télévision et la radio, c'est parfois compliqué à faire matcher. Donc, effectivement, je suis devenu plus animateur-producteur que journaliste. Mais ce rôle-là, vous l'aimiez, ce rôle de journaliste? J'adorais. D'abord, j'étais nourri tous les jours intellectuellement, ce qui n'est pas toujours le cas en télévision. Ça ne s'empêche pas de se nourrir par ailleurs, mais bon, c'est vrai que là, il y a une espèce de... Moi, un peu comme tous ceux comme vous, je suppose, qui ont fait un peu des études, il y avait ce côté assez scolaire que j'aimais bien, le côté de faire ses devoirs, de lire le bouquin, d'aller bachoter, de se renseigner quand on recevait... je me souviens, quand j'avais reçu Marie Calter, je m'étais replongé dans le conflit israélo-arabe que déjà j'avais beaucoup de mal à réviser à la fac. C'était toujours aussi incompréhensible, mais je me suis dit, je ne peux pas me présenter devant ce mec-là sans avoir un peu revu un peu les bases. Donc ça me forçait en permanence à me cultiver, à me nourrir. Ce n'est pas du tout l'image que j'ai développée par ailleurs. Ça, vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Non, parce que c'est pas très... Qu'on pense de moi que je suis un inculte stupide, c'est pas très grave. Ce qui serait grave, c'est de l'être. C'est pas tant ça, à la limite, le point de vue que peuvent avoir les gens. C'est surtout vous-même, par rapport à cette carrière. Non, mais moi, je ne regrette pas. Franchement, j'ai adoré faire ce que j'ai fait. Je continuerai, je vais faire d'autres choses. Après un livre comme celui-ci, vous pourriez retourner à cette... Peut-être qu'on va me rappeler pour faire cette espèce de confession ou cet art de l'accouchement. Peut-être, j'en sais rien. La maïotique. Oui, exactement. Obstétricien des âmes. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de votre carrière quand vous regardez derrière vous? D'abord, j'espère qu'elle n'est pas finie, mais non, mais je pense que c'était pas mal. J'ai eu 10 ans qui ont été complètement dingues, fulgurants. C'est quoi? C'est un regard bienveillant ou un regard très critique? Sur ma carrière? Oui. Sur ma carrière, j'ai un regard bienveillant et je pense que j'ai pas fait de si mauvais choix que ça. J'ai eu de la chance, il en faut dans une carrière. J'ai eu des gros succès, j'ai eu des échecs. Bon, j'ai plus de succès que d'échecs. Je suis plutôt content. Vous voyez où dans 5 ans? Je sais pas. Vous aimeriez être où alors? Alors là, honnêtement, la vitesse à laquelle vont les choses en télévision, je peux bien malin qui peut le savoir. Peut-être que je serai nulle part. Peut-être que je serai plus en France. Peut-être que, je sais pas. Vous vouliez être businessman? Je voulais Bernard Tapie, c'est pas pareil. Oui, mais vous aviez
Non, je ne suis pas très bon. Je suis pas très bon en La affaires. gagne pour réussir à monter des business à partir de rien. Vous êtes un self-made man. Vous Ouais, êtes fait tout seul. Vous pouvez repartir sur toute autre chose que ce à Non, mais quoi là, vous vous êtes des engagé pistes, jusqu'à présent. je bosse sur des trucs, j'ai des pistes assez intéressantes, mais j'ai plutôt des pistes. J'ai une revanche à prendre, si vous avez bien lu mon bouquin, j'ai une revanche à prendre sur les USA et sur Los Angeles. Donc, je suis en train de la très mal démarré. Très mal démarré, très mal démarré. Non, mais je pense que ça peut. J'aimerais bien être à cheval entre ces deux pays, la France et les USA, ouais. Vous savez que le 13 novembre, vendredi 13 novembre, c'est la journée de la gentillesse. C'est pas vrai. Oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes un animateur gentil? Je suis extrêmement gentil. Je suis une patte. Je suis un nounours. J'ai pas de vice, pas de méchanceté. Je suis honnêtement incroyable. Et si vous deviez citer un animateur du PAF, un gentil, Il y a Nikos qui est fait la même patte que moi, je pense. qui vous a défendu sur Twitter? Bah oui, mais c'est un pote en même temps. Mais non, mais Nikos, c'est comme ça. Non, des vrais gentils, là, ça me vient pas, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément cette image-là. Carole Rousseau est une vraie gentille, alors qu'elle a une image plutôt fermée, froide, etc. Voilà, il n'y a pas de... Foucault est un amour de gars, un amour. Je ne crois pas qu'il ait une once de méchanceté. Il y en a quelques-uns comme ça, heureusement. Vous savez que l'émission est diffusée donc ce 13 novembre, journée de la gentillesse, et vous avez dit beaucoup de mal de Gilles Verdez. Est-ce que vous seriez capable d'en dire du bien? Pas du tout, impossible. Vous irez lui dire en face, donc, chez Mais Hanouna? bien sûr, je vais lui dire en face. Mais gentil ne signifie pas être soumis. Oui. Donc, puis c'est pas moi qui commençais concernant Gilles Verdez. Il a un peu fermé sa grande bouche. Il avait fait un peu moins de bruit que ses dents et sa langue et ses cordes vocales. Et s'il avait mis des mots alignés qui veulent dire quelque chose, avec une critique construite et intelligente, je n'aurais pas... Moi, j'ai rien contre la critique. On a le droit de critiquer. Évidemment, ça fait avancer les choses. Mais le lynchage, le lapidage, toute cette façon de critiquer de façon spectaculaire pour faire le buzz, etc. Bon, en même temps, il a réussi son coup puisque je me suis défendu. Mais je trouve ça lamentable et ce n'est pas digne du métier de journaliste qui prétend lui, pratiquer tous les jours. Il est à l'inverse du journalisme, voilà. Voilà, il est comme le H de Hawaï, il sert à rien, quoi. Merci Benjamin Castaldi pour ces gentilles paroles en cette journée de la gentillesse. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Pour l'instant, tout va bien aux éditions L'Archipel. Merci beaucoup. On a été ravis de vous recevoir. Merci Merci à vous.